Et si, en une seule nuit, le sort énergétique de tout un continent basculait au gré d'une décision prise loin de ses frontières? Imaginez un instant. Il est minuit, les grandes villes d'Europe dorment, sûres que demain, comme chaque jour depuis des décennies, la lumière jaillira à la simple pression d'un interrupteur. Mais soudain, une coupure brutale et totale. En quelques secondes, le gaz africain, celui qui fait tourner les usines, chauffer les appartements, cuisiner les repas du soir, s'arrête sans le moindre avertissement. Aucun délai, aucune négociation préalable. L'Europe, qui se croyait à l'abri, se retrouve plongée dans une crise inédite, à une échelle jamais vue depuis la Seconde Guerre mondiale. En Allemagne, la nouvelle tombe comme un coup près. Le gouvernement déclare l'état d'urgence énergétique. Sur les chaînes d'information, des images d'usines à l'arrêt, de lignes de production figées, d'investisseurs angoissés envahissent les écrans. Les entreprises, dépendantes de l'approvisionnement en gaz, ferment les unes après les autres. Des centaines de milliers d'emplois sont menacés en quelques heures. Les syndicats tirent la sonnette d'alarme. Les économistes parlent d'une récession qui pourrait durer des années. En France, la panique gagne les foyers. Les factures d'énergie explosent, multipliées par 2, puis par 3, en l'espace de quelques semaines. Des millions de familles, prises au dépourvu, sont contraintes de revoir chaque geste du quotidien pour économiser la moindre calorie. Les commerces réduisent leurs horaires, les hôpitaux rationnent le chauffage, les écoles annulent les sorties ou ferment plus tôt. Dans les campagnes, les agriculteurs, qui dépendent aussi du gaz pour faire tourner les serres ou sécher les cultures, lancent des appels à l'aide. Jamais l'Europe n'avait ressenti aussi violemment sa propre dépendance. Pendant plus d'un demi-siècle, elle a exploité le gaz africain à des tarifs défiant toute concurrence, hérités d'un passé colonial et d'accords souvent déséquilibrés. Mais cette fois, l'Afrique dit non. Reléguée si longtemps à l'arrière-plan, elle reprend le contrôle de ses ressources et refuse de continuer à céder pour quelques miettes. Pour beaucoup, ce blocage soudain semble incompréhensible, presque irréel. Pourtant, il n'est que l'aboutissement d'un long processus, d'une exigence de justice après tant d'années de déséquilibre. Pourquoi l'Afrique choisit-elle la rupture plutôt que la discussion? Pour les Européens, habitués à la stabilité des flux, ce geste est vécu comme une trahison. Mais pour les Africains, c'est un acte de souveraineté. Le message est sans ambiguïté. La domination européenne appartient au passé. Il ne s'agit plus seulement de gaz ou de pétrole, mais de dignité, d'équité, de la volonté de rompre avec une histoire où le continent africain a trop souvent servi de réservoir à ciel ouvert pour les puissances du Nord. Les conséquences sont immédiates: rupture d'approvisionnement, chômage technique, perte du pouvoir d'achat. Mais derrière la panique, c'est tout l'équilibre mondial qui vacille. Pour la première fois, le futur énergétique de l'Europe se joue à Dakar, à Lagos, à Alger. Le centre de gravité se déplace, les certitudes s'effondrent. Les marchés financiers plongent, les monnaies vacillent, les investisseurs cherchent de nouveaux repères. Au cœur de cette crise, une question brûlante. Qui décide du destin des ressources? Les Européens, confrontés à leur vulnérabilité, voient leur confort, leur emploi et leur stabilité remis en cause. En face, les Africains saisissent enfin l'occasion d'imposer des conditions justes, d'exiger des investissements concrets et de revendiquer un partage équitable des richesses générées par leur sol. Cette inversion du rapport de force est inédite. Ce choc n'est pas un simple accident. Il révèle un basculement profond du pouvoir mondial. L'Europe doit désormais négocier, s'adapter, repenser ses priorités. L'Afrique, elle, affirme sa place et sa voix. Rien ne sera plus jamais comme avant. Pour mieux comprendre ce séisme, il faut remonter aux origines de la dépendance européenne et aux choix stratégiques opérés, parfois à huis clos, par les élites africaines. Comment l'Europe, jadis championne industrielle, a-t-elle bâti sa prospérité sur le gaz africain, tout en laissant le continent d'origine dans l'obscurité? Pour saisir l'ampleur de cette contradiction, il faut revenir sur les stratégies mises en place depuis la décolonisation. Dès les années 1960, la France, l'Allemagne, l'Italie,
mais aussi l'Espagne et la Belgique, signent des contrats à long terme avec le Nigeria, l'Algérie, l'Angola. Les prix sont fixés à des niveaux dérisoires, bien en dessous des prix mondiaux, grâce à des clauses léonines imposées dans des contextes de dépendance politique. Chaque année, des millions de mètres cubes de gaz traversent le Sahara et la Méditerranée, alimentant les lumières de Berlin, Paris ou Milan et faisant tourner leurs usines. À titre d'exemple, la centrale de Klingenberg, en Allemagne, a longtemps fonctionné à plus de 60% grâce au gaz importé d'Algérie. Les raffineries de Fos-sur-Mer, en France, n'auraient jamais atteint leur rendement optimal sans l'apport constant de gaz nigérian. Cette dépendance structurelle, invisible au quotidien, a permis à l'Europe d'assurer sa compétitivité industrielle face aux États-Unis et à l'Asie. Derrière cette abondance, pourtant, persiste l'ombre d'un passé colonial. Les accords de fourniture, négociés il y a plusieurs générations, ont été conçus pour servir avant tout les intérêts européens. Les prix sont dérisoires, les clauses inéquitables. Les pays africains producteurs, eux, ne récoltent que des miettes, héritant d'un système verrouillé dès l'origine. En 1980, une étude de la Banque mondiale montrait que moins de 15% des revenus tirés du gaz africain revenaient effectivement aux pays producteurs. Le reste filait directement dans les caisses des grandes compagnies européennes ou dans des circuits financiers opaques. Pour les sociétés africaines, la frustration s'accumule. Pendant que l'énergie file vers le nord, des centaines de millions d'Africains vivent toujours sans électricité fiable. En République démocratique du Congo, plus de 90% de la population rurale vit sans accès à l'électricité. Au Nigeria, premier producteur de gaz du continent, plus de la moitié des habitants subit des coupures quotidiennes, parfois de plusieurs heures. Écoles plongées dans la pénombre, hôpitaux à l'arrêt, quartiers entiers privés de modernité. La promesse d'un développement partagé s'est dissoute dans la réalité des comptes. Cette injustice criante ne passe plus inaperçue. Portés par une jeunesse connectée et déterminée, des mouvements pour la justice énergétique émergent partout sur le continent. Au Sénégal, le mouvement Sunu Énergie mobilise depuis 5 ans les lycéens pour réclamer l'électrification rurale. Au Nigeria, des collectifs citoyens occupent régulièrement les sièges des compagnies étrangères pour exiger des contrats transparents. L'Union africaine s'empare de la question, et de nouveaux leaders, comme Ibrahim Traoré, exigent des contrats justes, l'accès à la technologie et des investissements dans les infrastructures locales. La pression de la rue s'ajoute à celle des parlements nationaux. Face à cette mobilisation, l'Europe s'est longtemps bercée d'illusions. Habituée à l'énergie bon marché, elle n'a pas perçu la montée du mécontentement. Mais le risque est là. Si rien ne change, l'Afrique restera marginalisée et appauvrie, tandis que l'Europe s'exposera à une crise énergétique dès que le robinet sera fermé. L'histoire regorge d'exemples de ruptures brutales. En 1973, le premier choc pétrolier a plongé les économies occidentales dans la récession après que l'OPEP ait décidé d'un embargo. Mais jamais un continent entier n'avait, d'un seul geste, inversé la logique jusqu'alors dominante. Année après année, la pression populaire s'est intensifiée. En Afrique du Sud, la grande grève des mineurs de 1975, qui paralysa le secteur de l'énergie pendant 3 semaines, reste dans toutes les mémoires. La voix des citoyens africains a fini par franchir les frontières, rendant le statu quo impossible à maintenir. L'Afrique réclame désormais sa part, pour elle-même, mais aussi pour réécrire l'histoire, imposer le respect et bâtir un avenir plus juste. C'est dans ce climat d'injustice et de tension qu'un événement inattendu va soudain bouleverser tous les équilibres. Sans prévenir, le flux de gaz vers l'Europe s'interrompt brutalement. L'heure du grand basculement vient de sonner, forçant chaque camp à revoir toutes ses certitudes. En un geste coordonné, le Nigeria, l'Algérie et l'Angola ferment soudainement les vannes du gaz. Les contrats sont suspendus, aucune cargaison ne traverse la Méditerranée. Ce qui semblait inimaginable il y a peu devient réalité. Le vieux continent est pris au dépourvu, plongé dans un silence sidéré. La réaction est foudroyante. En Allemagne, en France, en Italie, les usines s'arrêtent les unes après les autres, paralysées par l'absence de gaz africain. Les bourses plongent en quelques heures.
Les réseaux de transport, le fret et l'électricité ralentissent brutalement, pris dans une spirale d'incertitude et de pénurie. Jamais depuis la Seconde Guerre mondiale, l'Europe n'avait connu une telle paralysie énergétique. Cette situation rappelle la crise du charbon britannique de 1926, où des semaines de grève avaient plongé le pays dans le noir. Mais ici, c'est tout un continent qui bascule. L'état d'urgence est décrété. Les gouvernements découvrent leur extrême dépendance, longtemps ignorée ou minimisée. La vulnérabilité structurelle de l'Europe éclate au grand jour. Son modèle énergétique, bâti sur le gaz africain à bas prix, révèle ses failles béantes. Les ministères convoquent des réunions de crise. Les centrales électriques cherchent des solutions de secours. Les médias rappellent la fragilité du modèle européen face aux aléas géopolitiques. Mais cette fois, l'Afrique refuse de négocier dans la faiblesse. Les dirigeants africains posent des conditions fermes, plus question de vendre de simples matières premières. Ils exigent des investissements massifs dans les infrastructures locales, le transfert réel de technologies et la priorité aux besoins énergétiques africains sur l'exportation. Les ressources du continent ne sont plus à brader. Cette exigence trouve un écho dans l'histoire. En 1954, l'Iran nationalise son pétrole pour la première fois, forçant les compagnies occidentales à revoir leurs copies. Dans ce bras de fer, de nouveaux visages émergent. Ibrahim Traoré, figure d'une génération audacieuse, multiplie les prises de parole. Il affiche une ambition claire, transformer la puissance énergétique africaine en moteur de développement pour les populations locales. À ses côtés, une jeunesse mobilisée réclame justice, souveraineté et équité dans la gestion des ressources. Les réseaux sociaux, avec des hashtags comme « Énergie pour tous », relaient le mouvement jusque dans les campagnes les plus reculées. Pour l'Europe, la menace est existentielle. La récession se profile, l'influence mondiale s'effrite, la peur économique gagne la rue. Pour l'Afrique, le défi est immense. Il faut traduire ce rapport de force inédit en avancées concrètes pour des millions de citoyens et ne pas céder au mirage des promesses sans lendemain. L'histoire récente regorge d'exemples où les espoirs d'émancipation se sont heurtés à la corruption ou à l'ingérence étrangère, comme au Venezuela ou en Libye. La planète entière retient son souffle. S'ouvre alors une ère où justice énergétique et souveraineté africaine ne sont plus des slogans, mais des réalités incontournables. Tous les regards se tournent vers les négociations à huis clos, entre Bruxelles et les capitales africaines. Les diplomates européens, habitués à imposer leur vue, doivent composer avec des interlocuteurs déterminés. Dans les salons feutrés, les discussions s'annoncent tendues. Chaque camp sait que rien ne sera plus jamais comme avant. Les lignes de fracture s'aiguisent, tandis que l'avenir du continent et du vieux continent se joue à huis clos. Des médiateurs de l'ONU sont appelés en renfort pour éviter l'escalade. La presse internationale multiplie les éditoriaux sur le nouveau siècle africain. Et si cette crise n'était que le point de départ d'une véritable révolution énergétique et géopolitique? Derrière le choc, 3 scénarios majeurs se dessinent. Premier scénario, un accord provisoire où l'Europe, à contre-cœur, cède une plus grande part des bénéfices à l'Afrique, mais sans transformation profonde de la relation. Ce scénario rappelle celui de l'accord sur le cacao signé entre la Côte d'Ivoire et la France en 1986. Une hausse temporaire des prix, sans changement structurel. Deuxième option, plus ambitieuse. La naissance d'un partenariat équitable, où Africains et Européens agissent d'égal à égal, avec la transparence des échanges, le transfert de technologies et l'accès massif à l'électricité pour tous les Africains. Ce modèle s'inspire du partenariat germano-namibien pour l'hydrogène vert, lancé en 2022. Troisième perspective, la plus sombre, une crise durable, chaque camp restant sur ses positions, aggravant les tensions et plongeant les deux continents dans la défiance et l'incertitude. Ce serait un scénario proche de la guerre froide énergétique qui opposa la Russie à l'Europe à partir de 2006. Pour l'Europe, le choc est immédiat. Les industries énergivores ferment, menaçant des centaines de milliers d'emplois. L'inflation s'emballe, le prix de l'énergie devient insoutenable pour de nombreuses familles et la compétitivité des entreprises s'effrite. Les régions déjà fragiles s'exposent à la désindustrialisation,
tandis que la colère gronde dans les rues de Berlin, Paris ou Milan. Des manifestations éclatent, rappelant celles des Gilets jaunes en France en 2018. Surtout, l'urgence de la transition énergétique ne peut plus attendre. Il faut massivement investir dans les renouvelables, mais le temps manque. Le spectre du chaos plane. En Afrique, la crise ouvre des portes inédites. Pour la première fois, le continent se retrouve en position de force et exige des investissements, des infrastructures, des technologies et une juste valorisation de ses ressources. Les ressources naturelles africaines pourraient enfin permettre l'essor d'une industrie locale, créatrice d'emplois et de richesses durables. La donne géopolitique change. La Chine, l'Inde ou le Brésil viennent frapper à la porte, prêts à négocier selon les nouvelles règles africaines. On assiste à une multiplication des sommets Afrique-Asie et Afrique-Amérique latine, où les représentants africains imposent leur agenda. Mais cette inversion du rapport de force n'est pas sans péril. Si l'Afrique réussit à transformer son avantage énergétique en moteur de développement, elle pourra sortir du cycle de dépendance et de pauvreté. Sinon, l'espoir d'un avenir meilleur s'effondrera, faute d'infrastructures, de gouvernance ou de stabilité politique. L'enjeu est immense. L'Europe fait face à l'adaptation ou au déclin, l'Afrique à la croissance ou à l'impasse, le monde entier à la stabilité ou au chaos. Les exemples récents du Mozambique ou du Ghana, qui ont peiné à transformer la manne pétrolière en développement durable, montrent que la réussite n'est jamais garantie. Car ce bouleversement ne s'arrête pas aux frontières de ces deux continents. Les chaînes d'approvisionnement mondiales vacillent, de nouveaux blocs économiques émergent, et les règles du commerce international sont entièrement redéfinies. La diplomatie doit composer avec un équilibre inédit, où l'Afrique devient incontournable et l'Europe un partenaire contraint. Les alliances changent, les stratégies nationales sont à repenser. Les États-Unis, jusque-là spectateurs, proposent des programmes d'aide et d'investissement pour ne pas être exclus du nouveau jeu. Face à cette rupture, une question demeure. Au-delà des constats, quelles actions concrètes faut-il engager, dès maintenant, pour traverser la tempête et préparer un avenir plus juste et durable? La suite explorera les leviers d'action, les choix stratégiques à opérer et les risques à anticiper pour ne pas subir ce nouveau monde, mais en devenir acteur. Car l'urgence n'est plus à la réflexion, mais à l'action. Le futur de l'énergie s'écrit aujourd'hui, à travers nos choix les plus quotidiens. Face à la crise actuelle, un monde ancien vacille. Les règles du jeu énergétique changent, et chaque geste compte pour dessiner un modèle plus juste. Première urgence, exiger une refonte totale des contrats énergétiques. Il faut imposer une transparence complète, garantir une répartition équitable des bénéfices et inscrire le transfert de compétences au cœur des accords. Ce partage du savoir-faire conditionne l'autonomie de l'Afrique, mais aussi la résilience de l'Europe. Un exemple à suivre. Les accords sur le lithium entre le Chili et l'Union européenne en 2023, qui imposent des quotas d'emploi local et des investissements dans l'éducation. Ensuite, il devient vital d'investir massivement dans les infrastructures locales, routes, réseaux électriques, centres de formation. Sans ces fondations, toute transition restera inachevée. Former des techniciens, des ingénieurs, des gestionnaires issus des communautés locales doit devenir la norme, pour que la manne énergétique profite d'abord à celles et ceux qui en ont été privés. Le programme Energize Africa, lancé par la Banque africaine de développement, vise à électrifier 25 millions de foyers d'ici 2030, à condition de trouver les financements nécessaires. Troisième levier, accélérer la transition vers les énergies renouvelables, mais dans une logique de coopération et non de compétition. L'Afrique regorge de soleil, de vent, de potentiel inexploité. Mais seule une alliance équitable, un vrai partenariat technologique, permettra de transformer ces ressources en énergie propre et accessible à tous. L'Europe doit accepter de jouer le jeu du partage, au lieu de perpétuer une domination dépassée. Le Maroc, pionnier du solaire, a déjà prouvé qu'un partenariat gagnant-gagnant est possible avec son immense centrale Noor à Ouarzazate, fruit d'une collaboration internationale. Les gouvernements et multinationales portent une responsabilité majeure. Ils doivent rendre des comptes, redistribuer les profits issus de l'exploitation énergétique
et assumer la fin de l'impunité pour les pratiques abusives. Cela passe par des politiques de taxation équitable, des fonds solidaires pour les populations locales, et par l'obligation de convertir chaque centime extrait du sous-sol africain en écoles, hôpitaux, infrastructures. Plus question d'alimenter des fortunes offshore aux dépens du bien commun. Le fonds souverain norvégien, qui redistribue les recettes pétrolières à la population, pourrait servir d'exemple à l'Afrique. Mais rien ne changera sans l'élan de la société civile. À chacun de s'impliquer, soutenir les initiatives citoyennes, réclamer des politiques publiques ambitieuses, exiger des comptes des entreprises. Les mouvements locaux, les coopératives d'énergie, les ONG, sont les moteurs discrets mais essentiels de la justice énergétique. Leurs combats méritent d'être relayés, soutenus, amplifiés. Au Kenya, la coopérative M-Kopa a permis à des centaines de milliers de familles d'accéder à l'énergie solaire à bas prix. Ne pas saisir cette occasion, ce serait répéter les erreurs du passé, laisser naître de nouvelles dépendances, de nouveaux rapports de force. Mais agir, c'est ouvrir la voie à une prospérité partagée, à une énergie plus propre et plus accessible. Ce choix ne dépend pas seulement des dirigeants, il commence dans chaque foyer, chaque quartier, chaque assemblée citoyenne. Les campagnes de sensibilisation, comme celle menée par l'ONG Power Africa, peuvent accélérer la prise de conscience. Au bout du compte, la crise énergétique actuelle pose une question fondamentale. Jusqu'où sommes-nous prêts à changer pour que cette nouvelle ère ne soit pas seulement un changement de maître, mais une véritable révolution de l'équité? La réponse appartient à chacun de nous. L'énergie ne doit jamais être considérée comme un privilège réservé à quelques-uns. C'est un droit fondamental, aussi essentiel que l'eau ou la liberté. Aujourd'hui, chaque citoyen, en Afrique comme en Europe, fait face à une question cruciale. Quel héritage voulons-nous transmettre aux générations futures? Sommes-nous prêts à maintenir un système bâti sur l'injustice, la dépendance et l'exploitation, ou oserons-nous choisir l'équité, l'autonomie et la dignité? Le choix de l'Afrique de fermer le robinet du gaz vers l'Europe n'est pas un simple geste technique. C'est une rupture historique, un signal adressé à tous ceux qui, trop longtemps, ont profité sans jamais rendre. Pour la première fois, un continent décide de reprendre le contrôle de ses ressources, de dire non à la logique du profit immédiat qui sacrifie l'avenir de ses propres enfants. Ce mouvement n'est pas sans conséquences. Si nous restons indifférents, l'exclusion et la précarité énergétique continueront de ronger la vie de milliards d'êtres humains. Des familles plongées dans l'obscurité, des industries paralysées, des économies en sursis, des tensions sociales qui s'exacerbent. Voilà ce que nous risquons si rien ne change. Pourtant, un autre chemin s'ouvre. Chacun de nous détient, même modestement, le pouvoir de transformer cette crise en une chance unique. Soutenir des politiques énergétiques plus justes, exiger la transparence dans la gestion des ressources, promouvoir un modèle qui place l'humain avant le profit. Tout cela n'est pas hors de portée, si la volonté collective s'exprime. L'Afrique n'a pas simplement fermé une vanne. Elle a ouvert la porte à une nouvelle ère, où les ressources servent d'abord à éclairer les maisons, bâtir des écoles, alimenter des hôpitaux et créer des emplois pour les jeunes du continent. Ce choix, inimaginable il y a encore quelques années, oblige chacun de nous à revoir ses certitudes et ses priorités. L'Europe, désormais confrontée à une réalité inédite, doit se réinventer. Entrera-t-elle dans cette dynamique nouvelle ou s'accrochera-t-elle à un passé révolu? Les citoyens européens comme africains ont désormais le pouvoir d'exiger des comptes à leurs dirigeants, de réclamer un contrat énergétique plus juste, plus transparent, plus durable. Ce qui se joue ici dépasse le prix du gaz ou le confort matériel. Il s'agit de poser les bases d'un modèle fondé sur le partage, la coopération et le respect mutuel. Un modèle où personne n'est condamné à l'ombre, où chaque voix compte pour définir les nouvelles règles. L'heure n'est plus à la résignation. Il s'agit de choisir et d'agir. Allons-nous défendre ensemble notre droit à l'énergie, refuser l'accaparement par une minorité et bâtir un avenir de justice et d'équité? La crise actuelle met en lumière notre vulnérabilité, mais elle nous offre aussi une opportunité, celle de repenser notre rapport à l'énergie et à la solidarité. À chacun de décider maintenant du monde qu'il souhaite laisser en héritage.
Car si l'histoire a montré une chose, c'est que les crises révèlent toujours nos failles, mais aussi notre capacité à réinventer le futur. À la veille de ce basculement, la question n'est plus de savoir si le changement viendra, mais comment nous allons le construire.